Intersigne. Une émission de Habib Salha. Tunisien je suis, Tunisien je reste. Je suis enfin qui je suis, la somme de ma marche. Si on écoutait les poètes, si on évitait la politique politicienne, si la rentrée était celle des esprits, était celle des mots, la joie de recevoir un Tunisien voyageur, Walid Amri. Béja, son corps de terre crue, Béja est cru de naissance, et mes pores tout entiers hurlent à ce seuil, et tout le spectre du périple jusqu'à l'étreinte du vertisol, nègre des sols, battu de labour. Me voilà, debout, dans ma dessiccation, sans membres, abandonné à l'asphalte, sous mes nageoires de brachiopodes, et s'il fallait le refaire, je foulerais la mémoire de la roche, quêtant la trace d'ancêtres laissés aux strates, à travers néogène et paléogène, j'y déterrerai le suc noir premier, le pigment des hommes premiers. Béja, ville placenta, le souk, bain de chair, recevoir l'odeur du jour, la peau des regards, le bruit sur le vaste dos de fourmis, corps puant de vie, puant de sang, de race en ébullition. Et puis il y a le cri, l'appel premier du souk, celui du vendeur le plus claque-dents, puis le second, jusqu'à ce que se dévident les portes millimes, s'emplissent les couffins de faune et de flore. Et tout le souk crie, tout le souk piaille, les brouettes persillées et mentolées, les bennes dégorgées de melons, les charrettes charriant la longue piqûre de figues de barbarie, les seaux enflés de hummus, blottis dans le giron de vendeuse, les pâles piles de malsouqa. Tous craillent leur faim, car ils n'ont que ce cri pour tout dire, toute leur vie dans ce hurlement qui se dilate et se contracte comme un éclat d'aile à la face du vent. Et Béja tout entière au rythme de ce cri inlassablement. Mangent-ils à leur faim? Boivent-ils à leur soif? Toute leur existence se lève et s'éteint à cette faim, à cette soif. Me voilà dans ce pays limé de saisons. De leurs jours et leurs séjours se fanent les yeux, se dessèchent les mains et plient les os. Walid Amri, vous venez de lire un poème consacré à une ville, à un pays, à une Omma, Béja, 30 pages pour Béja. Et si Béja était une figue de barbarie, la Madeleine de Proust? Oui, on appelait Béja le grenier de Rome, et donc essentiellement j'ai voulu écrire ce poème pour rendre hommage à Béja, qui est la ville natale de mon père, mais qui est la ville en fait où j'ai grandi. J'ai passé beaucoup de temps à Béja. En fait, ce poème, c'est vrai, il fait 30 pages, il est très césarien. Je me suis beaucoup inspiré du cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, dans lequel il parle de son retour à sa Martinique chérie. Et donc là aussi, c'est aussi un peu pour moi un retour. Bon, je vis à Dubaï et je pense à la Tunisie, je pense bien entendu à Béja, elle est toujours dans mon cœur. C'est un poème long, effectivement. Bon, je viens de lire un court passage, mais en fait, il y a 100 kilomètres qui séparent Tunis de Béja, et je parle de 100 années-lumière. En fait, c'est un poème qui bien entendu, prend le départ à Tunis, et c'est un peu le voyage qu'on a fait à chaque fois quand on allait à Béja, prend le départ à Tunis, et puis passe par toutes ces villes, Borj Al Amri, Mjezlbe, Boued Zarga, Béja, passe par ces villes, ces villages, et on voit un petit peu toute la Tunisie plurielle. Et au fur et à mesure qu'on va à Béja, on pense en fait aller à une
à une planète complètement différente. C'est pour ça que je parle d'années-lumière, parce que 100 kilomètres, on les fait en 1 heure. Mais c'est en fait 100 années-lumière, parce que on sent qu'il y a une grande différence, et c'est peut-être pour ça qu'a été faite la révolution, parce qu'il y a deux Tunisies, parce que ces deux Tunisies-là ne sont pas unies, parce que chacune allait d'un côté la civilisation de Tunis, entre guillemets, et l'incivilisation de Béja, et d'autres endroits, bien entendu, partout dans la Tunisie, on les appelle Manatq Dhil, donc c'est un petit peu les zones d'ombre où la lumière n'est pas parvenue. Et donc ce poème, c'est un petit peu ce voyage fait justement avec la lumière de Tunis vers Béja pour revenir aux sources, revenir à cet instant de naissance, à cet instant où on a créé notre existence, et puis on a un petit peu donc et pour finalement retrouver Oumma, qui est ma grand-mère. Donc moi je l'appelle grande-mère. Parce que, en fait, justement, c'est à elle qu'on doit tout, c'est à nos mères et à nos grandes-mères qu'on doit qui on est, notre véritable personnalité. Donc, c'est à elle qu'on doit rendre hommage, et c'est vers elle qu'on doit aller. Et donc, vous voyagez, mais vous ne prenez pas un aller simple. Il y a des Tunisiens qui sont partis, qui ont changé de nationalité, qui ont fui le pays, et pourtant, le pays a besoin de cette sève qui est en vous. Un Tunisien n'a pas le droit de fuir un pays en ébullition. On aime le feu, on n'a pas le droit de fuir le feu. Les poètes disent que le feu est créateur. Avez-vous vu du feu à Béja ? Absolument. Le feu qui je dirais brûle Béja, c'est d'abord un feu douloureux qui la consume de l'intérieur parce que elle a été oubliée, mais c'est un feu qui est une grande richesse, qui est un potentiel énorme. C'est une région bourrée de qualité, bourrée de richesse. C'est une région à développer. Donc un petit peu pour revenir au feu, oui, c'est une colère qui l'anime, donc c'est le feu de la colère, mais il y a aussi le feu de l'apaisement, le feu qui nettoie, le feu qui purge, et donc le feu qui illumine, et le feu qui en fait donne beaucoup d'espoir. Et bien entendu, c'est pour ça qu'en fait, mon recueil est intitulé Paroles Silex. C'est ce silex vers lequel on doit revenir. Beaucoup de gens ont déserté la Tunisie, comme vous venez de le dire, et ils ont en fait déserté leur cri premier, leur naissance. Ils ont déserté leur nature. Donc ils ont déserté ce silex premier, cette première parole qu'ils ont prononcée. Et donc je prône justement, il faut que nous prônions tous un retour à ce feu originel, à ce feu Masqat al-Ra's. Oui, c'est le sol premier. Voilà, c'est ça. C'est notre ADN. C'est qui nous sommes. Il n'y a aucun endroit sur Terre, que ce soit un pays occidental ou oriental, qui soit mieux que chez soi. Parce que on est lié à cet endroit par les gènes, on y est lié par le cœur. Chaque battement du cœur est en rythme avec le sol, avec l'air qu'on y respire, avec la brise et le vent et la lumière qu'on y reçoit. Nègre vous êtes, nègre vous restez. Absolument. Et nègre je revendique. Ma négritude, un petit peu c'est cet esprit qu'a véhiculé Césaire. Bon, à ma façon, un nègre arabe, je dirais. 4 livres, Poèmes en liberté, Sud d'Alterme, Sol, Paroles Silex. Du premier cri au dernier cri, qu'avez-vous choisi, le point ou la ligne ? Alors, question intéressante, en fait, absolument, en fait, je dirais, pour répondre, je dirais que j'ai choisi les deux. Je choisis le point, parce qu'effectivement, le poète s'arrête, et le poète contemple, et le poète, bien entendu, réfléchit, mais d'abord, il s'arrête et il éprouve. Et c'est ça, en fait, c'est éprouver ce qui se passe autour de soi, sentir, c'est ouvrir ses sens au monde entier, et donc ça ne peut se faire qu'avec l'arrêt. Et on doit marquer l'arrêt. Donc tout le monde court maintenant, tout le monde est pressé, c'est une course contre la montre. L'arrêt est peut-être la station la plus importante du poète. Et donc pendant cet arrêt-là, tout un processus se fait, un processus d'introspection, d'analyse, et puis bien entendu, ensuite il y a un processus de parole et de restitution de tout ce qui a été absorbé par l'arrêt. Et donc ça, c'est le point. Bien entendu,
il y a aussi la ligne, parce que la poésie ne doit pas rester statique, et la vue de l'homme ne doit pas rester statique. Il doit y avoir un cycle, il doit y avoir un processus, et donc quand on voit aussi ce qui se passe dans notre pays, la révolution est certainement un point, un événement qui s'est déroulé à un instant T, mais il ne faut surtout pas la réduire à cet événement, à ce point. Et c'est un processus qui dure, qui va durer dans le temps, et c'est à nous, aux poètes, à l'homme en général, d'accompagner ce processus. Donc éventuellement, là c'est la ligne, et là c'est la continuité, et c'est le cri qui dure. Donc là, c'est après l'arrêt, le cri qui dure, et de ce son qui est infini et qui va se propager dans l'univers entier, qui va être comme un élastique, et il va certainement buter contre le cosmos et revenir et repartir de nouveau. Donc voilà, c'est un cycle, c'est la naissance et après la renaissance, et donc résolument, oui, je prône l'arrêt et la progression et le mouvement. Quand on vous écoute, votre souffle, vos mots, ces mots qui tournent, la soif du pays, comment ça s'apprend? Est-ce que ça s'apprend ou est-ce dans le génome? Est-ce un héritage? Je dirais, il y a une partie qui ne s'apprend absolument pas, qui est une partie ressentie, qui est, comme vous le dites, dans le génome, qui est ressentie au plus profond de soi et qui est inexplicable, qui est bon, Khaldoun parlait de Asabiya, mais c'est quelque chose qu'on a au fond de soi, c'est l'âme. Hein, et l'âme est ce qu'elle est, et on ne peut pas, on peut essayer d'aller vers elle, de la découvrir, de l'explorer, mais on ne peut pas la créer. L'âme ne se crée pas, elle se crée d'elle-même. Alors il y a une partie, bien entendu, oui, il y a en moi cette curiosité d'aller vers qui je suis. Il y a en moi cette curiosité d'aller visiter les moindres recoins de mon pays, d'aller visiter le monde pour mieux connaître mon pays, parce que mon pays est aussi dans le monde. Et donc je suis pas. Je pense que c'est un tout. Il faut savoir allier qui on est, et ça reste notre identité, et il faut être tolérant avec qui sont les autres, et parce que nous sommes tous, nous faisons tous partie du genre humain. Vous êtes optimiste? Très optimiste, je suis plein d'optimisme, je suis plein d'espoir, sinon je n'écrirais pas. Et en fait, bon, je suis très optimiste, je pense qu'il faut lutter, je pense que la vie est un combat, il n'y a pas moyen d'échapper au combat, c'est un combat silencieux, c'est un combat paisible, c'est un djihad au fond de soi, donc c'est un djihad intérieur pour essayer de se découvrir, de découvrir qui on est, et bien entendu, maintenant toutes ces questions sont d'actualité. Le mot fait peur, djihad. Djihad, le mot fait peur, mais c'est pour ça que je l'ai employé, c'est pour dire que le djihad, d'ailleurs le djihad, quand on voit le djihad tel qu'il a été, tel qu'on en parle dans le Coran, dans le hadith, c'est un djihad intérieur, c'est le djihad du moi. Habillé, le djihad habillé. Oui, c'est qui suis-je, d'où je viens, qu'est-ce que je fais, comment je contribue à améliorer les choses, à aider mon prochain. C'est ça le djihad. Donc c'est clairement un djihad intrinsèque, personnel. Et donc voilà. Donc c'est vraiment au cœur, même au cœur de notre identité. Et donc maintenant, bon, je parlais un petit peu de l'actualité. Qu'est-ce qu'être tunisien aujourd'hui? Donc allez-y, oui, être tunisien aujourd'hui. Alors, et le rester, c'est quoi? Alors effectivement, nous sommes au carrefour. Bien entendu, la révolution s'est faite, elle est en train de se faire, et on écrit notre constitution, on essaie de revenir aux sources. Qui sommes-nous? Est-ce qu'on doit suivre Sharia? Est-ce qu'on doit être un pays laïque? Plusieurs modèles, etc. Moi, j'aime beaucoup voir l'histoire, revoir un petit peu, parce que vous savez, l'histoire se répète. Et l'histoire s'est répétée et se répétera encore. Et donc peut-être que ce qui s'est passé dans le passé, dans l'histoire, peut nous renseigner sur ce qui se passera. Et quand on voit le monde musulman, comment il s'est développé, nous sommes résolument musulmans. Maintenant, la question c'est quel genre de musulmans sommes-nous? Et bien entendu, moi j'aime beaucoup revenir aux soufis. Ce sont des gens qui ont réuni toutes les orthodoxies. Ils sont l'unification de Shia, Sunna, de Madhab, tous les Madhab. Ce sont des gens qui ont prôné la religion de l'amour. Et c'est ça pour moi être tunisien, être musulman. C'est avoir cet amour au fond de soi et cet amour qu'on veut donner à l'autre.
Happé mon pas par la maison sous le dénivelé, cette maison qui se remplissait une fois l'an de bêlements, la maison marmite où trempaient les plaisirs, où se retrouvaient les enfants, leurs enfants, une fois l'an, la maison pain à la mie chaude, la maison piment, théâtre de colère, la maison pétard de joie, la maison avec la petite baraque, un jour jarre d'olive, un jour métier à tisser ou poulailler, la maison plumage, ses allures de vieux nid, la maison prière levée. Dans la cuisine immense et déshabillée, entre le frigidaire sous vide et la table broutée, bouillait la marmite du déjeuner. Il y avait 5 kilos de pain à acheter et 12 assiettes à remplir. Omma, alors mère des 17, était ou assise en tailleur ou debout dans l'ardeur. Elle déplaçait ses 70 ans, ses 12 enfants, d'un bout à l'autre de l'univers. Debout ou assise, son corps fatiguait, et sa tête était ailleurs. Elle était dans demain, dans le pain, et le ragoût tout juste suffisant pour nourrir quelques heures. Elle était dans le puits, dans chacune de ses gouttes, dans le seau tremblant et la poulie finissante. Elle était dans la poussière, dans chaque grain qui se posait dans sa maison et qui la défiait, faisait raidir ses gonds. Elle était dans midi qui venait trop vite, et minuit qui roulait sur elle. Elle était dans la lessive, blottie contre un pavé de savon d'olive, frottant sa peau contre la saleté, car elle s'était jurée, Omma, d'anéantir la saleté. Walid Amri, quand on ouvre un autre recueil, Sol, je suis empli d'une odeur de mer vide. On trouve le mouvement, le souffle dans votre poésie. Je suis l'exode, vous voyagez. Alors, les valeurs que vous défendez dans vos recueils, poèmes en liberté, subalterne, d'ailleurs un jeu de mots, sol, parole silex, quelles sont les valeurs que vous défendez ? Alors bien entendu, la progression un petit peu de mes recueils, le premier de mes recueils, comme vous venez de le citer, est Poèmes en liberté, et comme le titre l'indique, c'est aussi un jeu de mots. Ce sont des poèmes comme ça qui sont seuls en liberté, qui sont simples, qui sont candides, innocents. Mais en fait, derrière tout ça, il y a une valeur claire qui est la liberté. Donc, une valeur fondamentale. Donc, pour revenir à ce cri, c'est ce cri de naissance que j'ai prononcé à l'âge de 20 ans quand même. Mais c'est un cri de naissance poétique et c'est le cri de la liberté. Et donc, cette valeur fondamentale de liberté, d'existence. C'est un cri individuel, personnel, d'existence et de liberté. Au fur et à mesure des recueils, bien entendu, ensuite il y a eu Subalterne, Sol, et enfin Parole Silex, ce cri est devenu n'est plus devenu individuel mais multiple. C'est le cri d'une foule, c'est le cri d'une communauté, c'est un cri multicolore mais qui parle d'une seule voix. C'est un cri pour l'égalité, et voilà donc la seconde valeur à laquelle je viens, l'équité, l'égalité. Et donc voilà, Parole Silex, c'est un recueil qui parle de la révolution tunisienne, et cette parole qui s'est emparée de nous, ou qu'on a créé dans nos gorges, cette rage, et tous ensemble nous l'avons crié, tout le peuple tunisien, qui a été guidé bien sûr par de vaillants et courageux Tunisiens qui sont allés à la rue, mais c'est ce cri, donc la progression de ce cri individuel qui a en fait cheminé à travers les 4 recueils pour aboutir à ce cri d'équité et d'égalité, parce que et qui a été justement issu de cette rage, de ce ras-le-bol, et donc bien entendu toute cette trame de valeurs, ce sont des valeurs qui me travaillent. Je suis de père tunisien, de mère libanaise, donc j'ai passé le plus clair de mon temps en Tunisie, au Kibrit fi Tunis, mais bien entendu j'ai voyagé au Liban, j'ai passé beaucoup de temps là-bas, j'ai vu la guerre au Liban, enfin j'ai vu les ravages de la guerre au Liban, et donc je sais ce que c'est, et je sais la haine des hommes quand elle atteint un paroxysme, les ravages qu'elle fait, et donc que Dieu nous préserve. Absolument. Vous êtes optimiste. Vous croyez que la Tunisie va être sauvée par ses strates, par ses tiges, par ses fleurs. Je te cueillerai par tes tiges une à une, où je serai la tourbe asile où se blottit ta racine. Je serai le mot de notre rencontre.
Ce ne sont pas des jeux de mots. Vous êtes optimiste, vous restez optimiste. Vous êtes l'enfant d'un sol, vous êtes l'enfant d'un sud, vous êtes l'enfant d'une saveur, vous êtes l'enfant de Béja. Et vous croyez fermement que la Tunisie va être sauvée par les Tunisiens. Absolument. Et les Tunisiennes. On va dire pas les Tunisiennes et les Tunisiens. C'est permis. Oui, absolument, je suis tout à fait d'accord. La Tunisie est multiple, la Tunisie est plurielle, la Tunisie n'est pas une espèce de pays figé, crispé, qui a une identité unique, qui a une progression unique. Non, la Tunisie est multiple et c'est la Tunisie du dialogue que je regarde. C'est cette Tunisie-là qu'il faut que nous préservions, c'est une mosaïque. C'est une mosaïque, la Tunisie. La Tunisie ne s'est pas faite en un jour, en 24 heures. La Tunisie s'est faite pendant des siècles, des millénaires. La première constitution du monde, c'est pas croyable. Absolument. Platon parlait de Carthage et de sa constitution. Et les politiciens n'arrivent pas à, on va dire, à construire ce qu'on pourrait appeler un dialogue ouvert. Le dialogue du futur. Mais restons optimistes puisque c'est la rentrée des esprits. Nous avons dit, c'est la rentrée des mots, c'est la rentrée des esprits. Les enfants vont reprendre leur cartable, leur blouse et vont retrouver les tableaux et les ardoises et la craie du futur. Oui, tout à fait. Et donc, nous leur souhaitons bonne chance à ces enfants qui sont la Tunisie de demain, qui vont porter le flambeau. J'ai dédié mon livre à mes deux grands-mères, je le disais, mais en fait, nos grands-mères regardent nos petits-enfants, et c'est exactement vers eux qu'on doit tendre le flambeau, et bien entendu les préserver, ouvrir leur esprit, les éduquer, leur dire qui nous sommes et qui nous sommes réellement, et donc leur parler de cette histoire profonde de la Tunisie, de cette histoire si diverse, si multiple, de cette histoire si riche que peu de pays partagent dans le monde entier. C'est une histoire, comme je le disais, millénaire. Beaucoup de pays dans le monde entier ont une histoire d'à peine 200 ans. L'histoire qu'on connaît des États-Unis d'Amérique, la première puissance, c'est une histoire, bien entendu, si on ne parle pas de l'histoire des Indiens d'Amérique, mais l'histoire des nouveaux Américains, entre guillemets, je dirais, elle n'a pas 300 ans. Nous avons une histoire beaucoup plus profonde que ça. Et c'est cette histoire-là qu'il faut enseigner. C'est l'histoire des soufis, c'est l'histoire des musulmans, c'est l'histoire des Arabes, c'est l'histoire des Carthaginois, des Phéniciens, c'est l'histoire des Fatimides, c'est l'histoire des Mamelouks, c'est l'histoire des Ottomans. C'est cette histoire-là qu'il faut enseigner. C'est l'histoire de l'indépendance. C'est l'histoire de cette liberté, c'est l'histoire du renouveau, c'est l'histoire de cette progression économique, c'est l'histoire de ce pays dynamique qui a toujours regardé de l'avant et qui a été l'instigateur dans le monde arabe de ce vent de liberté et d'égalité. Il faut se rappeler de ça. Et donc mon recueil en fait est un peu je dirais un certain aide-mémoire. J'aimerais que ce recueil, justement, soit lu pour qu'on ne soit pas amnésique, qu'on n'oublie pas, qu'on se souvienne et qu'on soit fier de cette révolution qui dure et qui durera. Exister à travers, peut-être même exister de travers, exister à l'envers, vivre jusqu'à la naissance, mourir de naissance, se voir né, mourir de commencement. C'est un cadeau que vous offrez aux Tunisiennes, aux Tunisiens, pour que l'année académique ressemble à une année académique, pour que les bacheliers récupèrent leur diplôme en fin d'année, pour que les salariés trouvent leur salaire, pour que les poètes rencontrent d'autres mots. Absolument, c'est le rêve qui devient réalité, et il ne faut pas s'interdire de rêver. Pensons à la Tunisie de demain, que les écoliers ne pensent pas aux examens, mais pensent aux diplômes, que les écoliers ne pensent pas aux heures pendant lesquelles ils devront lire et écrire et apprendre des choses, mais qu'ils pensent aux bienfaits de l'apprentissage de ces choses, qu'ils pensent à leur vie de demain, aux métiers qu'ils feront plus tard, à leur place dans la société tunisienne. Et donc faisons un bond en avant et rêvons. Mais rêvons concrètement, ne rêvons pas, n'ayons pas la tête dans les étoiles. Rêvons à cette Tunisie d'ici 10 ans.
voyons cette Tunisie démocrate et démocratique, cette Tunisie où il fait bon parler, où on est libre de circuler, où on est libre de consommer, où on est libre de penser, où on est libre de vivre et de défendre ce pays immense. Mais Walid Hamri, le problème, c'est que les politiciens ne lisent pas les poètes. C'est dommage, c'est triste. Keteb Yassine a écrit un titre, a offert un titre aux Maghrébins, le boxeur comme un poète, le poète comme un boxeur, le poète comme un boxeur. Encaisser, c'est vivre aussi, c'est vivre, mais se défendre aussi pour vivre. Oui. Et votre café, vous, café du grain de nuit, de l'encre comme charpente des mots, nuit semée, manger du noir, des tranches d'ombre coupées par la lame du blanc. Il se sucre sur son dos. Mais ça, c'est une parenthèse avec un point d'exclamation. Mais votre café, c'est le café du futur? Oui, donc il est certainement question de le futur parfois est morose et noir. Mais je pense qu'il faut toujours, c'est pour ça que je garde espoir. Il ne faut pas broyer du noir et il faut certainement encaisser et restituer. Mais je suis beaucoup plus, bien entendu, pour restituer avec les mots. Et les coups du poète sont des lettres. Sous la dent, vous dites, des mots sous la dent. Oui, ce sont pour mordre. Ce sont des coups de mots, ce sont des mots ce sont des coups qu'on ingurgite et des mots qu'on régurgite. Ce sont des mots qu'on souffle, ce sont des mots qu'on crache, ce sont des mots qu'on crie. Et si les poètes avaient raison, rêvons concrètement, construisons cette Tunisie plurielle. Allez, prenons la route de demain parce qu'elle nous attend. Un grand merci pour un subalterne, pour un voyageur, pour un amoureux de la parole, pour un Tunisien qui reste tunisien et qui est encore tunisien, c'est-à-dire la somme de sa marche et de sa démarche, l'enfant d'un processus allumé. Un grand merci pour notre ingénieur Wafa qui écoutait Walid de l'autre côté et qui reste optimiste. Merci, à la semaine prochaine. Intersigne. Une émission de Habib Salha.